Bonjour et bienvenue, merci pour votre confiance. Voici notre sommaire. Coup de projecteur aujourd'hui sur la carotte. C'est le légume racine le plus cultivé dans le monde et ce n'est pas par hasard. Au boulot ensuite, le burn-out. Ce n'est pas que pour les autres. Savoir s'écouter pour ne pas sombrer, on vous en parle. Notre femme inspirante de cette semaine est une artiste plasticienne qui vit sur 3 continents. On l'a attrapée en Afrique, au Maroc. Alors qui est Hind Chawat? Et pour finir, après une semaine de stress et pour se faire plaisir tout naturellement, nous parlerons de tisane et de techniques de relaxation. Merci à toutes et à tous. Je retrouve tout de suite mes invités et on démarre l'émission. À tout de suite. Merci à vous d'avoir choisi Média TV. Merci pour votre confiance. Un grand merci à ces 3 femmes qui ont accepté d'être avec moi ce matin pour cette émission d'aujourd'hui. Yasmina Oudrari, bonjour. Bonjour Yasmine. C'est un plaisir de vous retrouver. Merci. Vous êtes coach et avec vous, cette question du burn-out. Aujourd'hui, on va en parler. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que justement beaucoup de personnes se voilent la face, en souffrent et en souffrent parfois en silence. Donc, on dit tout aux téléspectateurs dans un petit moment. Ensuite, notre femme inspirante de cette semaine, c'est vous, Hind Chawat. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Merci, vous êtes artiste plasticienne et on vous connaît surtout à travers la plateforme Visage du Maroc, mais ce n'est pas votre seule œuvre, on va dire. Il y a beaucoup d'autres choses à raconter et on va le faire avec vous. Khadija Jaouane, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là, c'est un plaisir de vous avoir. Merci d'avoir fait le déplacement depuis Marrakech, c'est pas à côté. Vous êtes naturopathe, conseillère en hygiène de vie et phyto-aromathérapeute. La relaxation avec vous, eh bien, c'est ce que nous allons voir à travers différentes techniques, mais aussi à travers les secrets des plantes et donc des tisanes. Merci mesdames. C'est un plaisir de vous avoir. On démarre par quoi le samedi matin? Par l'aliment de la semaine. La star de la rédaction cette semaine, c'est la carotte. Alors, on découvre justement notre amie la carotte. On regarde. Originaire d'Asie centrale, la carotte est un légume racine qui pousse tranquillement sous terre. Championne de nos potagers, les carottes sont disponibles toute l'année. La pleine saison s'étale de juin à novembre. Reconnaissable par tous grâce à sa couleur caractéristique, la carotte n'a pas toujours été orange. Il existe aujourd'hui plus de 500 variétés dont certaines pourraient vous surprendre par leur couleur telles que le rouge, le jaune, le pourpre ou même le blanc. Et par leurs multiples formes, courtes, rondes ou longues. Extrêmement riche en vitamines, la carotte est un incontestable allié minceur. Cuite ou crue, il ne faut compter que 33 kcal pour 100 grammes. Elle est bonne pour la ligne, mais aussi pour la peau. Elle est riche en bêta-carotène, ce puissant antioxydant qui ralentit le vieillissement et améliore l'état de la peau. Riche en vitamine A, essentielle à la vue, la carotte peut diminuer les risques de dégénérescence et de cataracte. Elle améliore aussi notre vision dans des conditions de faible éclairage. Elle est donc bonne pour la vue, mais aussi pour faire face au soleil. La carotte renforce notre résistance aux ultraviolets, de quoi nous permettre d'avoir un joli teint et de prolonger notre bronzage. Cuite ou crue, râpée, en jus ou encore préparée dans un gâteau, avec la carotte, laissez libre cours à votre imagination. Et sinon, quoi de neuf, docteur? Quoi de neuf, docteur? Une carotte pour tout le monde. Bugs Bunny. Bugs Bunny, absolument. Une carotte bleue, rouge, beige. Enfin, moi, je ne savais pas qu'il y avait autant de couleurs. Non plus. Si? Si. On en a au Maroc, des bleus? Si. Et elles sont normales? Elles sont saines? Non, elles sont extra saines. D'accord. Elles sont riches en phytonutriments et donc c'est juste les variétés qui sont différentes. Et paradoxalement, on les trouve plus en bio que sur le marché normal. Donc les carottes en couleur sont plus présentes naturellement bio que... Oui. J'en ai jamais vu en couleur. J'en ai vu, moi j'en consomme. Oui, en jus j'imagine. Surtout centrifugé, c'est excellent. Hind Chawat? Moi, je connais que la carotte basique. La basique, l'orange, absolument. J'en ai jamais vu non plus. En couleur. La carotte normale. Ben, on découvre. On découvre. Justement, on se dit tout. On se dit tout. C'est normal. Bon, mesdames, on va parler de quoi? On parle de burn-out tout de suite. Oui. Ça, c'est au boulot et c'est maintenant.
Yasmina Oudriri, on vous retrouve, vous êtes coach et le burn-out, ce n'est pas que pour les autres, on en parle avec vous tout de suite. Mais avant, le burn-out, c'est quoi exactement? Définition avec un spécialiste. Par rapport au syndrome du burn-out. Donc c'est une terminologie anglo-saxon et c'est une terminologie dont la traduction est un syndrome d'épuisement professionnel. Le burn-out en soi, ce n'est pas un état, c'est une évolution à terme d'un processus d'épuisement lié strictement au travail. Parmi les profils des gens qui sont dans le burn-out, ce sont des gens qui sont dits forts. Parce que ces gens-là, on les surcharge comme des chameaux. Ah, il dira rien, il est capable, il ne va pas m'embêter au bureau, il sait se débrouiller, il va lire, il va trouver, rajoutons un peu. Donc, ce n'est pas une question de fragilité. C'est une question tout simplement d'une indigestion le long du parcours du travail. Ça arrive à monsieur tout le monde. J'ai eu des patients, surtout des femmes. C'est-à-dire, il y avait dans mes consultations plus de femmes que d'hommes. Souvent, on les repère et on les reçoit dans un état d'envahissement psychique et physique par l'état de fait de ce burn-out, de syndrome d'épuisement professionnel. La première des choses, il faut que la prise en charge soit singulière. Chaque personne est une entité. Deuxièmement, il faut lui prêter une écoute bienveillante. On est dans une prise en charge et on souhaite prendre en charge également la famille. Il ne faut pas oublier, elle souffre aussi, l'entourage. Parce que pour moi, soigner, c'est 4 étapes. D'abord, prévenir. 2, ne pas casser ce qui fonctionne bien. 3, embellir. C'est améliorer, mais on n'est pas obligé de prescrire une ordonnance. Et 4, on s'intéresse à ce qui ne va pas. C'est pour ça que c'est important de parler de ce sujet. Moi, j'ai perdu un collègue qui m'a appelé, mais je dormais. À 1h30 du matin, il m'a dit « Tariq, es-tu réveillé ?» Je n'ai pas répondu. À 5h, je reçois le coup de téléphone, il s'est suicidé dans son garage. Mais je ne raconte pas ça pour qu'on pleure. Je raconte ça parce que c'est un état de fait, comme avant la tuberculose tuée, comme d'autres maladies tuées. Donc derrière la tragédie, le drame, il y a un appel à vivre. Un appel à prendre sa place dans la citoyenneté, à jouer du foot, à s'amuser, à séduire, à avoir des enfants, à s'ouvrir sur la vie et la mort pleinement. Je vous remercie. Alors justement, le burn-out, comme le décrivait à l'instant le docteur Tariq Menjeloun, c'est une indigestion et c'est malheureusement la porte vers aussi des drames. Il vient d'expliquer. Est-ce qu'on s'en rend compte qu'on fait un burn-out? Il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qu'on voit et on ne nécessairement pas traduit comme un burn-out. On ne sait pas ce que c'est parce que d'abord, le burn-out est un symptôme nouveau, c'est pas une pathologie, est un état nouveau depuis disons, les années 60 ou 70. Il est apparu un peu plus tôt pendant les années 60 au Japon, quand il y a eu des morts à cause du travail, ce qu'on appelle le karoshi. Maintenant, il a fait apparition un peu plus aux États-Unis, maintenant dans les pays européens ou les pays un peu plus industrialisés. Un peu partout quand même. Exactement. On en parle chez nous aussi d'ailleurs. Exactement. Mais est-ce qu'on s'en rend compte qu'on est en burn-out? Il y a des symptômes, effectivement, qui disent un burn-out. Il y a des symptômes physiques et des symptômes psychologiques. Donc, quand on a des symptômes psychologiques, automatiquement, ils inversent le symptôme physique. Parce qu'à un moment donné, quand on n'écoute pas ce qui se passe dans notre tête, notre corps commence à crier. D'accord? Donc, quand on a des symptômes psychologiques... ça peut être quoi, par exemple? Le manque de motivation, la perte de sommeil, le manque de concentration, la perte de plaisir, à faire ce qu'on fait. À faire ce qu'on fait ou à faire ce qu'on aime. Bien entendu, on en parlera plus tard des causes, mais automatiquement, quand on commence à avoir ce manque de choses, la personne qui a un burn-out, d'abord, elle est exposée au stress. Quand on est stressé, on produit plus de cortisol. La cortisol est une hormone. L'hormone du stress. L'hormone du stress. Donc, une fois que la cortisol, je ne suis pas médecin, je ne peux pas donner plus de détails, mais il y a certaines choses qui sont abordables à tout le monde. La cortisol, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dérègle le sommeil, elle dérègle plusieurs hormones en parallèle, donc automatiquement, il y a des signes physiques qui commencent à survenir. Quand on manque de sommeil, qu'est-ce qu'on commence à faire? À prendre plus de café,
à fumer, à aller vers une toxicomanie quelque part d'une manière ou d'une autre. Donc on commence à rentrer dans un cercle vicieux. Mais on ne se dit pas, je suis en train de faire un burn-out. On dit, je suis fatiguée. On dit, je travaille trop. On dit, je dors pas bien. On dit, je dors et je me réveille fatiguée. Mais on ne pense pas, dans sa tête, au burn-out. Qu'est-ce qui devrait pousser la personne à se dire, je suis en burn-out? Et ça, c'est à prendre en charge. Justement, si aujourd'hui, quand tu m'as invité pour en parler, c'est pour juste sensibiliser. Parce que ces signes-là sont pas trompeurs, ils sont là, mais les gens ne les connaissent pas. Ils le sentent, ils le vivent au quotidien. Je dis n'importe quoi, et la plupart des gens que je connais qui ont traversé un burn-out, ils se réveillent le matin avec une boule, sans aucune envie d'aller travailler. Ils ont des larmes aux yeux en allant travailler avec une boule, ou ils peuvent dormir très longtemps, mais en se sentant encore très fatigués, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver le repos, ou ils n'arrivent pas à décrocher. Donc, et il n'y a pas la connexion. À aucun moment on se dit, si je suis comme ça, c'est parce que je fais un burn-out. Non, non. Qu'est-ce qu'on se dit alors? Je vais pas bien, je vais pas bien, je vais prendre des vitamines, ou je vais encore me plonger beaucoup plus dans le boulot et ça va aller mieux. Peut-être que si je termine ce projet-là ou cette présentation, les choses iront mieux, mais on est toujours dans le même cercle. Tu vois, donc là, au lieu de s'en sortir, on reste dans le cercle et on tourne et on tourne et on tourne jusqu'à atteindre le drame, comme l'a expliqué Dr Benjeloun. C'est ça, jusqu'à atteindre le drame, comme vous dites, et comme il l'a expliqué. Mais en même temps, il a bien insisté là-dessus, ce n'est pas une fragilité. On ne fait pas un burn-out parce qu'on est plus fragile que les autres. Absolument pas. Souvent, on fait un burn-out parce qu'on est, entre guillemets, presque plus fort que les autres. On sait qu'on est capable, on nous a surchargés de... Oui et non. Oui et non. Le burn-out appartient à tout le monde. Hommes et femmes, pareil. Cadre dirigeant, petit employé, quelqu'un qui touche le SMIC jusqu'à un CEO, c'est la même chose. D'accord? Tout le monde peut avoir le burn-out. Les causes sont multiples. La surcharge de travail, les gens perfectionnistes, les gens avec une faible estime de soi. Il y a plusieurs causes, mais c'est surtout lié dans le cadre du travail. Ça peut être des choses aussi, une surcharge, le manque de communication avec ses managers, le manque de vision de l'entreprise. Il y a beaucoup de causes et de facteurs qui tournent autour où la personne se retrouve complètement submergée et qui ne décroche pas. Qui ne décroche pas, et en parallèle, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de motivation. Absolument il y a une perte d'envie et de plaisir de faire ce que l'on fait. Le manque de reconnaissance, c'est-à-dire il y a un décalage entre le travail qu'on fournit et la reconnaissance qu'on obtient par rapport à ce travail. Mais parfois, peut-être, Yasmine, même s'il y a reconnaissance, il y a burn-out, parce qu'il y a saturation. Il le disait tout à l'heure, Dr Benjeloun, c'est une indigestion. Au bout d'un moment, on a tellement donné, on a tellement encaissé, qu'au bout d'un moment, on arrive... Ça se mélange complètement, on n'arrive plus à gérer, on n'arrive plus à digérer toutes ces émotions. Et donc, c'est en effervescence, et donc... un burn-out. C'est le level du stress qui est juste au maximum et à un moment donné, le corps, il nous dit stop. Le cerveau nous dit stop, l'esprit nous dit stop et on n'écoute pas. On n'écoute pas. On n'écoute pas, on n'écoute pas, on n'écoute pas et on ne décroche pas. Pourquoi on ne décroche pas? C'est des questions à se poser. Pourquoi on ne veut pas décrocher? Comment on peut décrocher? C'est toujours un moyen de le faire. Maintenant, vaut mieux prévenir que guérir. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui sont dans cette situation? Aller consulter? Aller consulter. C'est important? C'est très important et en parler. Il y a plusieurs actions à faire. Il faut d'abord en parler. En parler autour de soi, à sa famille, à son conjoint, au travail, à son supérieur, aux directions des ressources humaines. Mais c'est pris en considération, c'est pris au sérieux? Il le faut. Parce qu'en parler, il le faut, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que c'est suffisamment... pris en considération? Est-ce qu'on ne va pas dire oui, il se plaint, tout le monde travaille de la même manière et lui, il vient se plaindre? Le conjoint, la famille, est-ce que nous sommes sensibilisés suffisamment pour se dire attention, sonnette d'alarme? Ou bien on se dit c'est pas grave, tu sais, tout le monde est dans le même pétrin, tout le monde est dans... On a tendance à généraliser, à se dire tout le monde est dans cette situation, tu en fais trop. Oui et non. Oui, dans le sens où si une entreprise, parce que les symptômes et les symptômes et les alarmes dans une entreprise, que comme quoi il y a un employé ou un cadre dans un burn-out ou plusieurs dans la même équipe, il y a un manque d'efficacité. Automatiquement, la personne qui ne dort plus ou qui est tout le temps fatiguée ou qui est tout le temps en remet, parce que quand on est sous stress avec l'hormone de cortisone et qu'on est complètement KO, on commence à attraper n'importe quel virus.
On va tourner dans les bureaux, on va trouver cette personne qui a toujours le nez qui coule, par exemple, ou toujours un rhume. Il y a certains signaux qui disent, voilà, il y a un problème. Il y a un problème. Si on veut se voiler la face et ne pas le voir, voilà, ça leur appartient. Ça, c'est différent, absolument. Alors, Hind Chawad, justement, le burn-out, est-ce que vous avez pu connaître une personne qui en a souffert? Est-ce que vous avez été touché de près ou de loin par cette problématique? Moi, dans mon entourage, j'ai quelques amis, surtout ceux qui travaillent dans la com, qui en ont été victimes. Parce que la com, il y a beaucoup de pression, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de week-end. Ils sont tout en charrette, donc au bout d'un moment, les délais sont toujours très courts. Et j'ai connu pas mal de personnes dans la com qui ont subi ça, en fait. Khadija Jaouane, vous recevez en cabinet justement des personnes en souffrance, mais qui se savent victimes de burn-out, faire du burn-out ou qui viennent pour d'autres maux? Bon, il y en a qui viennent pour d'autres maux et c'est des symptômes de burn-out. Et j'ai eu quelques personnes, 3 personnes en tout, qui sont venues avec le diagnostic. D'accord. Avec, voilà, je suis en burn-out et je veux être accompagnée sans passer par la médication. Et c'est une prise en charge globale. Donc, le burn-out aussi, c'est ne pas assez s'écouter auparavant. C'est pas seulement quand les symptômes lourds sont là, parce que quand la personne ne s'écoute réellement, bon, quand il y a une fatigue, avant qu'il y ait une fatigue, il y a des signes. Mais quand la carrière professionnelle l'emporte sur la vie personnelle, familiale et tout, bon, la personne, elle est prise dans un engrenage et toujours à vouloir être reconnue. Et un jour, ça casse. Ça casse. Ça casse, qu'on le veuille ou pas. Alors que c'est toute une hygiène, si on peut dire, je parle hygiène, c'est hygiène de vie, gestion de priorité, se donner du plaisir pour trouver à en donner dans un absolument. travail. Parce que quand on est en burn-out, même quand on cherche ce plaisir, on ne le trouve pas, c'est tard, c'est ça. On ne trouve plus, on n'arrive plus à le sortir. On a des questions de téléspectateurs, Yasmina? Oui. On regarde. Alors, on a cette première question qui dit « Je ne pense pas que ce soit uniquement lié au travail. Ne serait-ce pas plutôt le résultat d'un ensemble de problèmes ?» Non. C'est uniquement au travail, c'est professionnel. Par contre, il y a une confusion que je voudrais corriger entre le burn-out et la dépression. Bien sûr. Il y a une grande différence. Par contre, le burn-out est un facteur aggravant de la dépression. La dépression, il y a le burn-out avec le professionnel. Automatiquement, quand il y a une surcharge sur le professionnel, il y a un désistement dans la vie personnelle. Donc, on rajoute les problèmes de vie personnelle et là, on retrouve la dépression. C'est ça, c'est quand c'est dans les deux... C'est dans les deux sens. Dans les deux sens. Alors, deuxième question, j'ai fait un burn-out car je n'ai pas su mettre de limites. Je viens de reprendre le boulot et j'ai peur de repartir dans l'excès. Que faire? Alors, si cette personne elle a trouvé le diagnostic comme quoi c'est un burn-out, parmi les choses de sortir d'un burn-out, c'est un changement de vie et d'un changement d'objectif complètement. C'est-à-dire, OK, j'ai fait un burn-out la première fois, la récidive, elle peut très bien suivre. C'est ça. Si on ne fait pas de changement et si on ne veut pas faire de changement. C'est très bien de prendre un congé de 1 mois ou 2 semaines. C'est suffisant? Non, c'est pas suffisant. Le congé, c'est très bien. Au contraire, partir loin, décrocher, c'est bien, mais pour revenir vers la même chose, là on n'a rien résolu. Donc oui, on peut repartir dans l'excès s'il n'y a pas un changement radical dans le mode de vie, avec la volonté de le faire. D'accord. Quitte à tout claquer, passer à autre chose? Ça peut être le cas, parce que si une personne n'est pas heureuse dans son travail et que ça ne lui a ramené qu'une dépression ou un burn-out, il va falloir pouvoir claquer, avoir le luxe de pouvoir le faire. C'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde. Absolument. Il y a des charges financières, une pression sociale, une pression familiale. On peut parfaitement le comprendre. Mais prendre les choses autrement et voir les choses autrement pour ne pas retomber, c'est quelque chose sur laquelle on peut travailler. C'est ça. Donc, quand vous dites c'est quelque chose sur laquelle on peut travailler, avec par exemple ce que vous dites, est-ce que la personne peut faire ce travail seule ou bien il y a finalement avec le burn-out une fragilité émotionnelle qui s'installe. À ce moment-là, on a besoin, pas d'une béquille, mais d'un accompagnant. Oui, il faut d'abord commencer ou par une thérapie ou un coaching pour un plan d'action. C'est-à-dire une personne seule. C'est nécessaire. C'est nécessaire. On ne peut pas s'en sortir seul.
Oui et non. Ouais. Si on le veut, la vérité, on peut toujours s'en sortir seul. Il y a des livres, il y a des blogs, il y a des gens avec la relation d'aide. Si on a un conjoint ou un compagnon ou une famille qui sont là, qui sont bien soudés et qui comprennent ce que c'est, oui, on peut s'en sortir avec eux. Mais il est de préférence d'être accompagné pour avoir un surplus, un petit coup de pouce émotionnel, une rassurance. Il faut être rassuré. Les gens en burn-out, il leur manque de l'assurance, il leur manque de la confiance. Et ça serait toujours préférable d'avoir un petit coup de pouce. Que ce soit la famille ou un professionnel, il est préférable. Seul, oui. Ça peut se faire au fait. Parfait. Merci beaucoup Yasmina Oudriri. On continue donc l'émission avec vous mesdames et avec vous également Yasmina, mais juste après une courte pause. À tout de suite. Allez, nous sommes de retour sur le plateau d'Onzitou, sur Média TV. On continue notre émission d'aujourd'hui. Nous avons parlé de carottes et ensuite complètement, ça vraiment, pour démarrer la matinée, on l'a démarré en vitamines. Ensuite, le burn-out, on en a parlé avec Yasmina Oudriri et là on continue les différents sujets. Notre femme inspirante de la semaine, c'est vous, Hind Chawat. Merci beaucoup d'être là. À côté de vous, Madame Khadija Jaouane, naturopathe, conseillère en hygiène de vie, phyto-aromathérapeute. On se retrouve dans un petit moment pour se relaxer, se détendre avec vous. Et Yasmina Oudriri, bien sûr, tout à l'heure, c'était le burn-out avec vous et on continue l'émission ensemble. Femme inspirante, c'est tout de suite, on regarde. En fait, on parle et ensuite on regarde. C'est surtout ça. Hind Chawat, merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir de vous avoir. Vous êtes artiste plasticienne. On vous connaît beaucoup et surtout pour la fameuse plateforme Visage du Maroc. Mais Hind Chawat, c'est beaucoup d'autres projets aussi, beaucoup d'autres réalisations. On a fait un montage justement de votre travail. On regarde et on revient pour continuer la discussion. À tout de suite. Hind Chawat est née à Fès. Elle vit et travaille entre Casablanca, Paris et Rio. Titulaire d'une maîtrise AES à Toulouse, elle est également lauréate de l'école Icar Photo à Paris et compte plusieurs expositions à travers le monde. Dans le paysage culturel marocain, elle est connue comme la fondatrice de Visage du Maroc, projet qu'elle a commencé à développer dans le cadre d'une approche strictement artistique. Pour elle, c'était comme une sorte de sculpture. Elle a voulu créer une synergie avec les femmes qu'elle ne trouvait pas suffisamment représentées dans tous les domaines de notre société. À l'instar des œuvres engagées qu'elle a présentées dans de nombreux pays, elle réalise Flawlessness, une vidéo qui remporte en 2017 plusieurs prix prestigieux. Silver Dubai Lynx, Silver Loris Johannesburg, 3 fois Gold African Crystal Festival, Gold Effie Awards MENA Dubaï, Silver LIA Londres. Pour Hind, un artiste est un citoyen du monde. Même si elle est profondément attachée à son pays, elle a conscience qu'un travail artistique doit être universel. Un artiste véritable est investi d'une mission. Il a une vision plus globale. C'est pour ça que c'est important pour Hind de vivre dans plusieurs pays. Alors justement, Hind Chawat, vous êtes au Maroc, vous êtes en Afrique, on vous a attrapé ici. Vous êtes justement sur 3 continents en même temps, entre l'Afrique, l'Amérique latine et puis l'Europe. Mais chez vous, c'est là ou c'est un petit peu chez vous partout dans le monde, là où vous êtes? Ma base, c'est Casablanca, mais je me considère citoyenne du monde et j'ai besoin d'être tout le temps entre plusieurs continents. Alors justement, Hind Chawat, lorsqu'elle fait ses valises, c'est d'abord son appareil photo. C'est ça? Toujours. Toujours, bien sûr. Mais aujourd'hui, à l'ère des selfies et à l'ère des smartphones, est-ce qu'un téléphone peut remplacer une bonne lentille d'appareil photo? Non, ça, je dirais, sans faire de mauvais jeu de mots, il n'y a pas photo. En fait, avec le téléphone, c'est beaucoup plus pratique pour avoir des photos souvenirs. Maintenant, si on veut vraiment un résultat particulier, rien ne remplace un véritable appareil. Parfait. Alors, on vous connaît beaucoup au Maroc pour Visage du Maroc et principalement pour Visage du Maroc, cette plateforme que vous avez lancée il y a quelques années. Vous n'êtes pas la simple photographe de Visage du Maroc, vous avez développé cette plateforme qui a mis en valeur les femmes marocaines dans différents domaines de vie, de la femme cadre à la femme dans une situation précaire. Pourquoi ce besoin d'aller chercher, d'aller mettre des visages sur des situations socio-économiques, sur des parcours de vie? En fait, mon parcours m'a conduit à ce constat qu'en fait, la femme n'était pas assez représentée ou alors en position de domination.
Et j'estime qu'en fait, en tant qu'artiste, on a un devoir de mettre en avant certaines choses pour pousser la réflexion. Et c'est comme ça que m'est venu Visage du Maroc. Donc, fallait représenter la femme sous son meilleur jour et montrer qu'il y a vraiment des femmes exceptionnelles qui travaillent, qui arrivent par le travail et l'acharnement. C'est ça, le travail et l'acharnement. Vous êtes une acharnée du travail également. Visage du Maroc est constamment en évolution, en peau neuve, se fait constamment des peaux neuves. Vous voulez l'emmener vers où, cette plateforme ? Ben, en fait, ça évolue par rapport à l'environnement actuel. Là, par exemple, avant, sur Visage du Maroc, il y avait des fonds blancs et des fonds noirs. Les fonds blancs pour les femmes de plus de 40 ans qui ont une situation déjà accomplie. Les fonds noirs pour les jeunes qui construisent le Maroc de demain. Et là, bientôt, la nouvelle identité, ça va être, on va enlever les fonds noirs et les fonds blancs et ça va être des femmes en situation. Parce en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'aujourd'hui, on ne peut plus mettre les femmes dans une case. Donc, comme on voyait avec Yasmina, il y a des femmes qui changent de carrière suite à un burn-out ou même sans burn-out. Et en fait, c'est en évolution permanente. Donc, on ne peut plus catégorier chacune des femmes ou catégorier des parcours. Alors, vous avez, on l'a vu, remporté plusieurs prix. Surtout pour cette vidéo qui dénonce la violence faite aux femmes. Comment ça fonctionne ce monde de la photo, des prix, de la reconnaissance internationale? On se présente, on vient vous chercher, comment ça fonctionne? En fait, pour la vidéo Flawlessness, c'est Mohamed Oudaha qui m'a téléphoné suite au scandale qu'il y a eu sur une émission locale. Pendant la journée des violences faites aux femmes, en fait, ils avaient fait un tutoriel beauté où ils apprenaient aux femmes à cacher leurs ecchymoses. Et donc, Mo m'a appelé, c'est un excellent créatif qui a gagné déjà énormément de prix à travers le monde. Et donc là, il m'appelle, il me dit, écoute, il faut absolument qu'on réagisse à ça. On devrait faire une vidéo. J'aimerais bien que tu réalises une vidéo qui montre l'inverse, en fait, pour montrer en fait, il faut montrer ces coups, il ne faut surtout pas les cacher et les taire. Et on se doit de dénoncer ça. Donc, c'est parti d'une réflexion commune. On a fait cette vidéo. Et pour répondre à ta question, comment on fait en fait pour les prix, lui, il travaille pour l'agence des Beauty Casablanca. En fait, pour se présenter à des prix comme ça, il faut que ce soit une agence qui présente le projet avec un client. Donc, pour porter le projet, ensuite, on a demandé au magazine Inti, on a appelé Khadija Dinia, qui s'est tout de suite sentie vraiment portée par la cause et qui a répondu vraiment de manière hyper positive. Elle a porté le projet, elle a fait buzzer sur sa plateforme. Et voilà, après, ça a été présenté. Puis ça a remporté beaucoup de prix. Alors, Hind Chawat, vous êtes bien sûr sur 3 continents, vous voyagez beaucoup. Et est-ce que vous avez ce qu'on appelle un studio itinérant, un studio mobile ? Oui, effectivement, quand je voyage, j'ai un studio mobile. Il faut travailler quand même, on ne voyage pas. Oui. Il faut continuer à travailler un peu. C'est certain. En fait, j'ai un studio mobile. À chaque fois que je voyage, je réponds à pas mal de commandes de privés. Il y a beaucoup de familles qui veulent faire des portraits de famille, surtout que maintenant, en fait, avec le numérique, on fait beaucoup de photos, mais au final, on n'en garde pas. C'est ça. Et des fois, il y a des gens, il y avait des clients qui voulaient que je leur remette la grand-mère qui est décédée en montage. Et ça c'est pas possible, en fait. Enfin, c'est possible techniquement, mais c'est pas une photo réelle. Du coup, maintenant, les gens sont vraiment sensibilisés à ça. Ils veulent avoir leurs parents, leurs grands-parents, tout le monde en photo. Et je fais pas mal de portraits de famille, Il y a des femmes aussi qui veulent se sentir exceptionnelles. Et s'offrir une vraie séance photo. Voilà, qui font une vraie séance photo. Et puis, il y a aussi des célébrités à qui je fais des portraits. Comme qui? Allez sur mon site, vous allez voir. Non, mais dites-nous. Vous êtes sur notre site, dites-nous. Là, déjà, il y a Flora Coquerel, j'ai fait Alfadi, Miss France. Cham Lehlo, oui, l'ex-Miss France. C'est ça. Franchement, là, les noms comme ça, ils me viennent pas. Vous travaillez aussi beaucoup avec des magazines féminins également? Maintenant, plus tellement, parce que je me suis détachée de la mode. Ouais. Là, je suis vraiment plus concentrée sur ma carrière artistique. Je fais pas mal d'expos à l'étranger. Donc, voilà. Alors aujourd'hui, bon, c'est l'ère du numérique, vous l'avez dit. Est-ce que vous prenez, désolé pour la question bête, est-ce que vous prenez des photos en mode numérique ou est-ce qu'il vous arrive d'aller vers
l'ancienne méthode, Maintenant, honnêtement, je shoot en numérique parce que déjà, il n'y a plus tellement de labos qui traitent. Au Maroc, déjà, il n'y a pas de labos qui traitent l'argentique. Et à l'étranger, il en reste quelques-uns. Mais maintenant, c'est surtout en numérique. Surtout le numérique a pas mal évolué et c'est beaucoup plus pratique. Parfait. Alors, mesdames, elle est inspirante, Hinchawat, Yasmina? Très, très. Ça vous inspire qu'est-ce que vous inspire son parcours? C'est ne pas avoir peur du changement. Ça, c'est clair. Ne pas avoir peur de bouger aussi. C'est surtout le changement. Bouger, ça fait rêver, c'est très beau et tout ça. Mais le changement freine beaucoup de personnes. Freine beaucoup de personnes, il les freine dans leur élan. Puis je t'en félicite. Hein. Mais justement, Yasmina, quand vous dites changement, souvent quand on pense artiste, on pense vie bohème. Vie sans ancrage. Est-ce que c'est vrai? Un peu quand même. C'est vrai? C'est pas un mythe? C'est un peu une réalité? En tout cas, en ce qui me concerne, je veux dire, à chaque fois que je suis partie m'installer dans un pays, à la base, c'était vraiment sur un coup de tête. C'était pas quelque chose de programmé. Et puis, c'est venu comme un coup de cœur. Le Brésil, c'était comme ça? Le Brésil, c'est drôle. On ne peut pas ne pas avoir de coup de cœur, le Brésil, j'étais partie pour un stage de jiu-jitsu. Donc, ça n'avait rien à voir avec le boulot à la base. J'ai eu un coup de foudre pour Rio et je suis revenue m'installer. Là, Khadija, vous vous imaginez un petit peu avec votre sac à dos et à vous installer d'un continent à un autre? Vous bougez beaucoup, je sais que vous voyagez énormément, mais carrément comme ça, changer, oui, sans problème. Vous quitterez Marrakech? Oui. C'est vrai? Oui. Alors, moi, à écouter Hind, j'étais vraiment avec elle, j'étais dedans. Et ce qui m'a interpellée, inspirée, c'est que bien qu'elle dise qu'elle est à la fin, que, bon, coup de tête et sans ancrage, mais je sens qu'il y a cet ancrage. Je suis de Casablanca, c'est d'abord Casablanca, et c'est cette identité qui est partie avec elle. C'est comme un arbre avec des racines quand même, mais qui est ouvert sur le monde, et il y a un mot qui m'interpelle beaucoup et que je ressens en moi, c'est citoyenne du monde. Donc avec cette vision artistique, je dis juste que j'ai été beaucoup inspirée et j'ai adoré. Donc, c'est cet élan de jeunesse, et de jeunesse pas d'âge. C'est-à-dire que je la sentirai jeune à 70 et 80 ans et jeune. Avec ce besoin de renouvellement et cette envie de... Oui. Alors, on va sur une question de téléspectateurs. On y va. C'est un jeune homme, Khalil, 34 ans, Mohamedia, qui nous dit « À quand un visage du Maroc version homme ?» Qu'est-ce que vous en pensez? On vous a déjà posé la question? Pas mal de fois. C'est pas du tout prévu pour le moment. Par contre, il y a Visage d'Afrique qui est en préparation. Visage d'Afrique, donc... Qui sera sur les femmes africaines. Femmes africaines, absolument. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Femme inspirante, jeune femme inspirante, artiste plasticienne, artiste du monde, comme vous aimez vous appeler, et c'est ce que vous êtes justement. On a envie de... On était relaxés quand même. Hein. Après le burn-out, on s'est relaxés. Hina a une voix très reposante. Mais on va se relaxer encore plus à travers les plantes et à travers différentes méthodes. Et ça, c'est avec vous, Khadija Jaouane. Vous êtes naturopathe, conseillère en hygiène de vie et phyto-aromathérapeute. Bien-être et santé, tout de suite. Alors justement, les plantes, leurs bienfaits, les techniques de relaxation, on en parle avec vous tout de suite, Madame Khadija Jaouane. Mais juste avant, on va essayer de voir comment se relaxent différentes personnes. Quelles sont les habitudes de relaxation des gens que nous avons rencontrés dans la rue? On regarde. J'apprécie énormément rentrant le soir, prendre une petite tisane à base de camomille, à base de tilleul. C'est très relaxant, très apaisant. Ça permet à la personne de se détendre un petit peu et d'être relax pour bien dormir. Bien sûr, je prends une tisane. Parfois, je prends un relaxant, les chihaja, parce qu'une dure journée, là, c'est pas facile. Personnellement, je consomme pas de tisane, mais je pense que ça peut être bien pour ceux qui y croient. Je prends pas de tisane le soir, je fais un peu de lecture et je m'endors. Après le travail, je vois la verveine. Ça me calme, oui. Je prends des tisanes presque chaque jour, surtout le soir, avant de dormir. Ça m'aide de me relaxer, me relaxer. Je laisse me à l'aise. Je prends la camomille le soir pour dormir, pour me relaxer. Oui. Je bois pas tisane, c'est pas mon truc. Autre méthode, pour moi, bien sûr. En fait, on parle de relaxation surtout pour s'endormir, Khadija Jaouane. C'est pas...
c'est pas limité à ça, c'est pas limité pour entrer dans les bras de Morphée. Mais non, c'est pas du tout seulement ça. Mais c'est aussi ça. Parce qu'une personne qui n'est pas détendue, qui n'est pas relaxée, bon, elle risque de faire des insomnies. Et si l'insomnie se présente, c'est vrai que c'est plus intéressant de prendre une infusion de la camomille, du tilleul, de la verveine. C'est les plantes les plus connues. Celle qui est un peu moins connue, c'est la lavande. La lavande, elle est plus connue en Europe. Chez nous, d'ailleurs, le khazam al-fassiya, elle est bien connue, mais ce n'est pas utilisé dans le but de se relaxer. Alors, on passe en revue quelques plantes, justement. Oui. On commence par la lavande, puisque vous en parlez. Oui. La lavande, le khazam. Oui. Alors, le fassiya, c'est la meilleure. C'est la meilleure, ok. On a un beau champ de lavande fraîche. Donc, fraîche ou... Toutes les plantes, quand elles sont fraîches, elles sont meilleures. Okay. Pour les sécher à l'ombre, ça donne de très bons résultats. Okay. Et après, il y a consommation de plantes séchées ou fraîches en infusion. Alors, juste pour la lavande, justement, pour qu'on donne le mode d'emploi à nos téléspectateurs, c'est quoi, une petite pincée le soir? Une petite pincée, c'est largement suffisant. Une pincée pour une tasse? Oui. Et avec de l'eau chaude, et on laisse infuser 7 à 10 minutes. Et on filtre. Donc, il ne faut pas laisser la plante dans la tasse ou dans la théière pendant un certain moment, sinon ça libère des tanins qui ne sont pas super pour le système digestif. Justement, parce que beaucoup de personnes laissent infuser et ensuite laissent la plante dans le fond Il faut 10 minutes maximum et filtrer, passer par une passoire et ensuite sahawraha. Sahawraha pour toute la famille? Pour toute la famille. Même bébé, même nourrisson. Mais une plus petite quantité peut-être? Une plus petite quantité. Et la lavande, on peut aussi l'utiliser en olfaction. Et on peut l'utiliser aussi sur l'oreiller en huile essentielle. Et en huile essentielle, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le marché, il ne faut jamais acheter juste lavande. Parce qu'il y a beaucoup de variétés de lavande et qui peuvent avoir des effets très différents. La plus classique, il faut d'ailleurs les huiles essentielles, il faut les prendre bio, sinon on ramasse tous les phytosanitaires. Mais quand vous dites on n'achète pas juste lavande, on achète quoi alors? C'est-à-dire qu'il y a dans les boutiques classiques huile essentielle lavande. Mais c'est quelle lavande? Quelle lavande? Par exemple, il y a la lavande officinale, c'est la plus classique. Il y a la lavande aspic, plus pour les brûlures, et ça calme aussi. Mais la lavande officinale, après, quand on rentre dans la thérapie par les huiles essentielles, c'est plus elle est cultivée en hauteur, plus elle agit sur le psychologique. Plus elle est... Bon, ça c'est un peu compliqué pour nous. Oui, on va rentrer dans un truc... on va rentrer dans les hauteurs. Oui. Donc, on va passer à une autre plante. Pour tout le monde. Comme ça, on avance un petit peu sur le programme. Alors, on passe à la plus connue, la plus classique, la star des tisanes, c'est la verveine, star locale, la verveine Louisa. Oui. Justement, ça convient à tout le monde? C'est, on peut dire, la première infusion qui est donnée à un nourrisson. C'est vrai. Et c'est la première infusion qui est administrée par les médecins après les opérations. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est vraiment la détente, la gestion de stress et aussi juste le calme. Et ça agit sur le système digestif, ça agit sur le système respiratoire. Et surtout quand ces systèmes sont perturbés par un stress extérieur. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ne digèrent pas, respirent mal suite à... la gestion de stress. Je n'aime pas dire suite au stress parce que le stress, il est là. C'est comment le gérer. Pour moi, je donne beaucoup la comparaison du stress climatique. Quand il fait froid, on se couvre. On ne va pas enlever le froid. Donc, c'est comment être bien, quelles que soient les situations extérieures. Et là, c'est vraiment une hygiène de vie. Et les plantes nous accompagnent. Donc moi, ce que je vois le danger, si on peut dire, c'est de ne pas aller sur les causes et de vivre avec tous ces problèmes et de s'en remettre à une tisane comme si on prenait un cachet. C'est vrai que la tisane est naturelle, mais ça ne règle pas les problèmes, ça accompagne sans effet secondaire. C'est ça. Mais le problème interne, il faut vraiment apprendre à le gérer. Il ne faut pas faire d'amalgame non plus. Non. Et surtout, bon, une technique des techniques, c'est super, c'est la respiration consciente.
revenir au présent. C'est quoi cette histoire de respiration consciente? Parce qu'on s'oublie respirer. On respire naturellement. Oui, et on s'oublie. Je respire, donc je vis. Oui, mais souvent les gens ne sentent pas qu'ils vivent, encore moins qu'ils respirent. Donc rien que le fait de prendre un petit moment, plusieurs fois dans la journée, pour se reconnecter à sa respiration, ça détend et ça coupe du stress extérieur. Alors je vais vous poser une question très bête. Non. Quand on respire, naturellement, on gonfle le ventre et en aspirant, on rentre le ventre. Oui. Par contre, quand on respire de façon consciente, par exemple, lorsqu'on est dans une salle de sport et on nous demande de respirer, qu'est-ce qu'on fait? On respire, on rentre le ventre et on expire, on souffle et on sort le ventre. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Parce que la respiration innée, c'est par le ventre. Et on peut le remarquer chez les animaux. Inspirer, expirer, mais oui, par le ventre. C'est comme si le thorax n'existait pas. Et on la remarque chez les bébés et chez les animaux. C'est toujours le ventre qui bouge. Dès qu'on passe les 7 ans, où on rentre dans l'âge de la logique, il y a le stress qui s'impose. Et là, la respiration, plus la personne est stressée, tendue, c'est le thorax où ça se localise et avec beaucoup de problèmes qu'on peut ne pas citer aujourd'hui. Le fait de reprendre conscience avec cette respiration abdominale, ça remet dans le présent. Et mais quand on veut respirer par le ventre, comment on fait? Comment on fait? Parce qu'on a oublié, en fait. Donc, adulte, on oublie. Oui, la première fois, parce qu'après, on arrive à respirer comme ça tout le temps, même debout, même assis. Ce que je fais maintenant. Mais la première approche, c'est d'être couché, avoir quelque chose juste pour la référence, par exemple une boîte de Kleenex, une serviette sur le nombril, et prendre conscience qu'à l'inspire, la respiration doit être régulière, sans effort, mais juste avec le ressenti qu'à l'inspire, c'est le ventre qui bouge. À l'inspire, il se gonfle. On inspire, il gonfle. Oui, mais sans effort. Ok, et on expire, il rentre. Et il rentre, c'est normal. C'est-à-dire que c'est l'air qui sort. Donc, le faire quelques fois jusqu'à l'automatiser, et c'est normalement ce que je conseille. Au réveil, avant de quitter le lit, le soir, quand on est au lit, avant de dormir, s'endormir sur ça. On inspire, il sort, on expire, il sort. Il rentre. C'est ça, oui. Parfait. Et avant le repas, comme ça, on mange dans une bonne atmosphère. Détendue. Oui. Une dernière petite plante. Une fleur cette fois-ci, c'est la fleur d'oranger. Oui. C'est aussi une fleur, on dit, qui est très relaxante. Oui. Alors, comment? Distillée ou vraiment en fleur? Bon, quand c'est la saison, d'ailleurs, beaucoup de personnes dans la tradition, au moins à Marrakech, c'est les fleurs d'oranger qui sont rajoutées dans la théière. C'est ça. Directement. La meilleure, c'est le bigaradier. Et le bigaradier, c'est ce qu'on appelle orange ou Zenboer, ça dépend des régions du Maroc, oui. Donc elle est encore mieux que l'orange douce, c'est l'orange amère. Donc on peut l'utiliser comme ça, comme on peut l'utiliser distillé, et ça fait partie de la culture. C'est l'eau de fleurs d'oranger, c'est mazhar, que l'on rajoute dans les infusions, que l'on peut boire dans l'eau de la boisson de tous les jours. Rajouter un petit demi-verre dans 1 litre d'eau et boire dans la journée. Ça détend, ça détend. Mais ne soyez pas speed en vous disant je vais mélanger un peu d'eau de fleurs d'oranger avec de l'eau, ça va me calmer, ça va non, équilibrer. C'est retravailler sur les causes, prendre du temps pour soi-même, se faire plaisir. Ce n'est pas seulement le symptomatique, je suis stressée, je prends la fleur d'oranger. Bon, si la situation se présente, oui. Bon, alors il y a des personnes, pour répondre, qui font des petites chutes de tension avec la verveine. Exact. Mais c'est juste que c'est des accros au café. Ah, des petits accros. Juste que vous faites un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil. Alors, Madame Khadija Jawan, on a une question de téléspectatrice. C'est une jeune femme, 29 ans, Ilham, qui nous dit enceinte, ma mère me déconseille de boire des tisanes. Pourtant, ce sont des produits naturels. Existe-t-il vraiment des tisanes à risque pour les femmes enceintes? Oui, bien sûr. Et là, on retrouve tout ce qui est naturel n'est pas forcément bon. On retrouve tout dans la nature. Et beaucoup de plantes que l'on consomme, on les appelle sran. Donc, on retrouve cette appellation aussi dans le yin-yang, dans l'approche ayurvédique. Donc, si on ne connaît pas les plantes, vaut mieux s'abstenir pendant qu'on est enceinte, parce qu'on risque d'avoir des hémorragies et on risque aussi d'avoir des avortements.
Carrément. Donc, à cause des plantes. À cause des plantes. Par exemple, le romarin, par exemple, la cannelle, par exemple, beaucoup de plantes qui agissent sur la circulation du sang. Sur la circulation du sang. Par contre, la verveine, c'est une plante berda, froide, rafraîchissante et refroidissante. Donc, elle n'agit pas à ce sens. Mais vaut mieux, quand on ne sait pas, vaut mieux s'abstenir. Sinon, il y a toute cette culture transmise de grand-mère en mère en famille qui elle ne vient pas de rien. Non, non, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons des ancêtres, Averroès ou Ibn Rushd à Avicenne, qui ont transmis tout un savoir et qui s'est transmis sans passer par les universités. Et il y a tous ces phytothérapeutes qui ont ce savoir transmis de génération en génération. Mesdames, alors, une petite tisane. Je suis fascinée. Fascinée. On n'a pas envie qu'elle s'arrête. Ah, pas du tout. Absolument. Je suis fascinée. Merci. Hind, un petit mot? Une petite tisane le soir? Non, moi le soir ça ne me réussit pas. Non. Je me lève plusieurs fois dans la nuit. Donc, Mais alors justement, c'est un petit souci. Les gens ont peur de prendre une tisane le soir juste avant de dormir et de se réveiller plusieurs fois dans la nuit. Donc déjà, il y a deux approches. Soit on diminue les autres liquides à partir de l'après-midi, soit encore plus intéressant, c'est les huiles essentielles. Se mettre quelques gouttes sur les veines, là, et frotter. Ça passe directement dans la circulation du sang et ça donne... Et ça ne réveille pas la nuit? Non, non. Mais diluée? L'huile essentielle diluée? Non. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent attention, les huiles essentielles qui peuvent être corrosives. Donc, il y a certaines huiles essentielles qui sont excellentes et pures. Par exemple, la lavande. D'ailleurs, c'est grâce à la lavande qu'a été découvert l'aromathérapie. Monsieur Gattefossé qui s'est brûlé et un réflexe, c'est plonger le bras dans l'huile essentielle de lavande aspic. Donc, il faut juste connaître c'est quoi. C'est pour ça qu'on est là, qu'on se dit tout est là. Parce qu'à chaque fois, on se dit un petit peu tout. On ne peut pas tout dire en une heure. À chaque fois, on se retrouve pour dire un petit peu de choses. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup d'avoir été là. Yasmina Oudreri, coach. Hind Chawat, artiste plasticienne, notre femme inspirante de cette semaine. Et Khadija Jaouane, naturopathe, conseillère en hygiène de vie, phyto, aromathérapeute. Merci à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même chaîne, bien sûr. Au revoir.